la paroxysite, un avec une maladie génétique et l'autre il était bien. Alors, heureusement, c'était un diagnostic prénatal, on avait préparé l'accouchement, c'était une césarienne. Alors, il y avait l'équipe de réanimation qui a reçu les bébés, alors, qui ont été opérés 2 jours après une bonne réanimation. Alors, ce que je voulais dire, c'est que l'un des bébés, c'était un paroxysite avec une maladie des lames amniotiques. Des brides amniotiques. D'accord? Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une association? Est-ce que cette maladie de bride amniotique, c'est elle qui a causé la paroxysite? Parce que la paroxysite est connue par des pertes de substances. Et les brides amniotiques, la même chose, c'est des pertes de substances. Est-ce que le paroxysite a été un accident pendant la grossesse ou c'est un truc qui devait survenir par la suite? L'association est possible, je ne peux pas te dire est-ce que l'un peut causer l'autre. Parce qu'il avait des doigts amputés. C'est ça, ouais. Il avait des lames autour des pieds et tout. Il a dû être opéré même pour sa jambe. La maladie amniotique, c'est un phénomène, fort heureusement, qui n'est pas fréquent. Il est plus rare que la paroxysite. Mais est-ce qu'ils rentrent tous les deux dans un cadre particulier? Justement, autant la paroxysite dans les anomalies du cardiotype, oui. La maladie amniotique, il n'y a pas d'hypothèse particulière qui rentre également dans l'anomalie cardiotype. Je vais poser une question. En fait, pour les prélèvements à 36 semaines à la recherche du streptocoque B, en général, on essaye de le faire, mais on ne peut pas le faire pour tout le monde parce que vous le savez très bien, pas tout le monde a les moyens pour faire un prélèvement vaginal, sachant qu'il n'a pas de symptômes, par exemple. Les femmes sont très difficilement convaincues de le faire. Et est-ce que c'est médico-légal? C'est-à-dire, les fièvres, la famille cherchait la petite bête. Surtout émireux قاري في شي دوار على برا من تما قال لهم راه دابا افكتي وما عندها شي حد داكشي ديال شي واحد لا تلقى شي واحد في الصحافه ولا شي حد في الولايه ولا شي هذا تيبداو تيجي يوقف عليك باش يخلعك زعما فهمتي خاصك تخرج عينيك مي انا فتوا لي قلت لها ايه الطبيبه قلت لها écoute faites un CRP chez le bébé s'il va bien s'il n'est pas sous antibiotiques c'est-à-dire que la voie vaginale ما كان فيها والو راه il est فهمتي واحد تما قرا عنده تما تشاور مع شي حد تما قال له راه كان واش دارت fièvre, infection, واش داروا le prélèvement streptocoque B. مي ولقاو البيبي انفكتي غيشدوا فيها ولو جوج بيان سور ما قاليش هادشي غيلقاها. C'est simple, une histoire qui me concerne moi. Une dame que j'ai opérée, ça fait 4 ans, m'appelle il y a 1 an, قال لي واش الوقت د l'assurance ديالك واحد لا كلينيك علاش؟ قالت المحامي علاش بغاها المحامي؟ شي مريضه راه فتحت وراه مشات عسات في الشيخ خليفه بوندون 15 جور ماتت. لا شنو المشكل؟ ما عرفناش. وقلت لها لوجيكمون كون درت شي بيريتونيت راه عمرش واحد مرته دير بيريتونيت ماشي عند الميدسان يغوت ما جي في بيرسون. بون واحد الويكاند مشيت عند المحامي لقيت الدوسي ديالها الى في مينانجيت دو بوست بارتون. عارفين علاش ملي بوست بارتون؟ حيت لا ماركاين يمكن راكم عارفين كاين فيها دي دوز ديال توكسيك كاين دي كلينيك باغ اكزومبل تي بو ايكونوميزي وحده تيبداو يجبروا لها بيتادين ويهزوا من الحوده ويديروا بها على ماشي صافي. دونك ولكن في هادشي كامل شكون جاب دي لو شيروجيان ولا كلينيك لو رينيماتور ما داويينش عليه. ومالوغوزمون ليكسبيرتيز اللي بعد من مشات سي ان جينيكو راه المهم ولد في 80 عام ولا 90 عام ما عرفش يكتب ان راه دونك ماشي الا سونتي لو جينيكو خشى حتى هو في لافير بحال دابا ميديكو ليغالمون ليكسبيرونس راه تطيح عند شي واحد واللي ما تيفتحش هو كاع كاز غير في البيرو ما تيفتحش تيشوفش الدم كي داير غير تيكتب فهمتيني هذاك ما تيعقل تيكتب تيعرف رجعو تخلص اكسبيرتيز وتيمشي فهمتيني ميديكو ليغال عندهم الناس ساهله غير اجي ميديكو ليغال واخا عارف ياخذ شي بركه 100 درهم ولا 2000 درهم المهم تسمى راه خدا شي حاجه. والناس اللي عطاو الفتوات عندهم المركع الطب راه فلوسهم واجدين غير يغوت غير انفيكسيون دو باروا تيجي شي واحد تيغوت انا مراتي اكسيتيرا واش راه ندير لها في زونتيبيوتيك ما عنديش ندير تنعس في لا كلينيك خصني تنشوفوا واخا انا زعما بروفيسور هكاك ولكن خلاص تعاطى مع الناس نحشمو كاع تتعاطى معاه لا والو تحشم تبدا بطول واحد المستوى تقول لك واش انا بقى عندي زونتيبيوتيك صافي بلا فيكسيون دو باروا هذيك الساعات كيخرج بوع ولكن واخا كيكتب طول غير تجيب خاص يخرج بوع شوف لان الا شحال ما ضربتيش le patient, moi je dis toujours, il faut être
il faut les comprendre aussi. ولكن il faut être argument, il faut argumenter, il faut فهمتي حيت ملي كون لا كومونيكاسيون تتحبس سي بلو غراف اونكور. تخلي ديما تخلي الماء فين تيجري، تخلي ديما ان تيران دونتونت كالمي اكسيتيرا فهمتي، غوت شويه كالمي شويه عنق شويه دوي شويه بون ماشي راه سي نوتر كوتيديان لا جينيكو لا pédiatre. C'est le quotidien. Effectivement, en fait, essentiellement, c'est que ils cherchent, comme vous avez dit, à rejeter la responsabilité sur. Sauf que vous les avez fidélisés pendant 9 mois, que nous on vient, et ils cherchent forcément. Sur le coup, ils ont oublié les 9 mois, et ils cherchent à vous responsabiliser. Là, c'est une grosse partie, c'est une grosse part du pédiatre qui va être traité justement par professeur Hilimi. Je vais juste donner la parole à Madame professeur Barakat pour intervenir par rapport à la question de la CRP du streptocoque. Je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter pour ce rapprochement obstétrico-néonatal et pédiatrique qui est extrêmement important pour notre pratique. Je pense qu'il faut multiplier ce genre de rencontres parce que c'est un espace d'échange. Donc je reviens à l'histoire du portage strepto-B. Heureusement, il y a moins de 10% des femmes porteuses dont les bébés vont être infectés. Donc, le fait que la CRP soit positive ou négative, si le dossier est expertisé, le néonate va vous dire que ça n'a aucun intérêt en fait. C'est en leur faveur quand même. Parce que nous, même les pédiatres, je voudrais intervenir par rapport à ça, même les pédiatres le disent. Si la CRP est négative, il n'est pas infecté. Exactement, ça veut rien dire. dire. La maladie est mourante. Ça ne veut absolument rien dire. Donc il faut être prudent. Parfois ça peut se retourner contre nous. Il faut être très prudent. Par rapport au laparoschisis, en fait, il n'y a aucun lien entre le laparo et la maladie bride amniotique. Dans leur physiopathogénie, c'est totalement différent. C'est une association fortuite. Maintenant, le laparoschisis, sa particularité est que normalement, il y a exceptionnellement des maladies génétiques associées. D'ailleurs, on dit pour le laparo des mains de l'obstétricien aux mains du chirurgien, alors que pour l'ophalo, c'est l'inverse, des mains de l'obstétricien aux mains des néonates et ensuite le chirurgien, parce qu'il y a souvent des malformations associées et des aberrations chromosomiques associées. Donc peut-être qu'on laissera Mme Halima intervenir, il y a beaucoup de choses, de messages pour les néonates à ce propos. Donc bonsoir tout le monde. La première des choses, je suis ravie d'être parmi vous et j'adore les amis pédiatres de Jdida. J'ai beaucoup d'appels téléphoniques, de contacts avec les médecins de Jdida, également le médecin qui s'occupe de l'unité de néonates. Alhamdoulilah, on a vraiment beaucoup de collaboration. On sent que M. Ginech, un malade de Jdida, il est vraiment, c'est dans un cadre bien cadré, bien ficelé, alors que dans d'autres régions, hop, c'est à Chebnolos. Donc je remercie tous mes amis ici présents, je remercie Dr Fouad de m'avoir associé à cette collaboration qui devrait avoir lieu de plus en plus souvent. Parce que quand même, peut-être quand il y a l'urgence, on n'a pas le temps de s'entendre. L'obstétricien n'entend pas ce que dit le néonate et vice-versa, parce que quand même on est dans une situation d'urgence. Donc on m'a demandé de faire une fiche qui va regrouper un petit peu les idées. Pourquoi le néonate demande cette question et dans quelle optique? Qu'est-ce qu'on cherche à travers les renseignements que vous collectez durant les 9 mois? Bien sûr, pour des grossesses supposées être suivies. Donc la première des choses, il y a un petit décalage, je suis désolée. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas grave. Donc la naissance, c'est un moment où il y a vraiment une concertation qui doit commencer avant la naissance, doit perdurer pendant l'accouchement et parfois même on a besoin de renseignements même après la naissance. Tu as dit Oustad Nached que la dame a fait une température à 40 après la naissance. Moi néonate, je ne suis pas ça, j'ai récupéré le bébé, je n'ai pas ce concept, donc j'aimerais bien l'avoir. Donc il y a des renseignements qu'on devrait collecter après. Donc cette fiche a pour objectif d'évaluer. Nous, ce qui nous importe de peu, c'est d'évaluer quels sont les risques qui vont être encourus par le nouveau-né. Est-ce que parfois même le bébé il est très bien, asymptomatique, aucun symptôme, mais il y a des risques qui se voient chez sa maman et qui peuvent retentir chez lui. Donc c'est pour cela qu'il y a une nécessité d'avoir une collaboration très étroite entre obstétricien et pédiatre. Et cette collaboration, comme on l'a dit, elle doit démarrer avant la naissance, pendant l'accouchement et parfois même après. Donc, ce que vous allez voir, c'est la fiche, je ne pouvais pas la mettre dans une seule diapo, donc on va la dichotomiser un petit peu. On va commencer par l'identité, bien sûr le nom du patient. Ça dépend à l'hôpital, on dit bébé de madame telle. Dans les cliniques, on dit le nom du père, bon, en fait, ce qui est adéquat. Il faut déterminer le sexe masculin, féminin, parfois c'est indéterminé.
Et bien sûr, on doit s'enquérir des informations concernant la mère. Première chose, l'âge de la mère, le groupage maternel ABO-RIS et RAI, sa justité, sa parité, les antécédents de consanguinité, de fausse couche, de mort fœtale, de décès néonatal, ses sérologies, syphilis, toxo, rubéole. Et il y a maintenant un petit regain d'intérêt pour la CMV et je vais vous montrer pourquoi. Et bien sûr, comme elle dit Ossane Nachet, quel type de grossesse, est-ce qu'on est devant une grossesse singleton, gémellaire, triplée, etc. Sans oublier de déterminer l'âge gestationnel qui va être déterminé par l'obstétricien, soit par le premier jour de la DDR, soit par une écho faite précocement, je vous n'apprends rien du tout. Et n'oublions pas, si on est devant un accouchement prématuré, est-ce qu'elle a reçu la corticothérapie anténatale? Donc on va commencer par l'âge. Donc l'âge de la mère est très important dans les extrêmes d'âge, qu'elle soit moins 18 ans ou au-delà de 35 ans, c'est très bien, c'est une grossesse qui va pouvoir donner naissance à un bébé, soit prima, soit un bébé hypotrophe. Éventuellement, des malformations congénitales peuvent survenir, surtout pour des femmes au-delà de 35 ans, sans oublier toutes les aberrations chromosomiques qu'on voit. De plus, on voit des bébés trisomiques 21, et peut-être parfois même sans aucune malformation grave, sauf le faciès, le retard, etc. Et les trisomies 13 et 18. Je vous n'apprends rien par rapport à l'incompatibilité fœtomaternelle résustée. Je ne sais pas, le Grand Casablanca, il y a gros problèmes, il y en a toujours Certes, on a évolué, mais il y a toujours des problèmes par rapport au résusdé. Il y a toujours des ictères intenses, il y a toujours des états d'anasarque, des taches de Muffinbury très importantes qui témoignent de l'importance de l'hémolyse. Ossane Nachet l'a dit, quand on nous dit qu'il y a un état d'anasarque, on prépare l'exsanguine, non, on ne parle même pas. Quand on a une mère qui a fait énormément de morts fœtales in utero et tout ça, elle a fait un ictère nucléaire, on ne discute pas, on prépare. On appelle les ondes de transfusion, il faut nous préparer le sang. La dernière fois, c'était même pas quelques jours, on nous appelle, il y a Ossane Melissi qui est parmi nous, il nous appelle pour un état d'anasarque. Bon, on se dit, tout le monde est prêt. Le bébé est sorti, il n'a pas beaucoup d'épanchements, le bébé rose, va bien, il commence à faire un subictère, mais la mère avait des antécédents chargés, de morts fœtales in utero. Je leur dis, vous préparez l'exsanguine, ça va l'être. Donc effectivement, c'était le cas. C'est pas, dans tout ce qui est théorique, on n'a pas ce critère d'antécédent, parce que ailleurs, ils ont dépassé ce cap, les grossesses sont suivies, la mère est négative, elle reçoit son sérum entité, point. Ils ne voient plus cette pathologie, nous, on continue de la voir et on continue d'avoir un certain nombre de choses. Heureusement, avec l'avènement des immunoglobulines et tout ça, ça nous a un petit peu facilité la tâche. Maintenant, ce qui est un peu plus intéressant, c'est tout ce qui est ABO. Mais il faut faire très attention par rapport aux mères au plus. On voit de plus en plus des bébés qui font des ictères assez intenses, qui nécessitent de la photothérapie, qui nécessitent des petites interventions. Ça, c'est un travail que j'ai publié en 2020. C'était une série prospective sur les incompatibilités ABO. Et là, faites attention, cet article a suggéré que le test de Kuhn positif, quand il est positif dans l'ABO, et ça on le sait, dans la moitié des cas il est positif, ben, c'est des enfants qui vont faire beaucoup plus d'hémolyse que ceux qui ont un test de Kuhn négatif. Donc ça, c'est juste une réflexion. Et actuellement, on voit de plus de formes sévères d'allohominisation ABO. On avait eu 8 cas, je ne sais pas, 2 cas, ils avaient une exsanguino, un cas, il était très anémique à la naissance. Donc, si on a à retenir quelque chose pour nos amis obstétriciens, ce n'est plus uniquement le résus, mais attention aux grossesses de mère O. Donc, si vous voulez voir le papier, il est en ligne. Pour les sérologies, tout le monde connaît la syphilis congénitale, je ne vous apprends rien du tout, que son dépistage est obligatoire. C'est la seule chose qu'on voit au centre de santé. Et c'est une très bonne chose. Donc chez le fœtus, il fait énormément de dégâts, mort fœtale, anasarque, accouchement prématuré. On voit un certain nombre de lésions, de moins en moins parce que quand même, cette sérologie se fait facilement sur de santé, donc on voit de moins en moins de syphilis. On n'a pas de PNIG, mais on traite par des C3G, ça marche. Donc ça peut se présenter par différentes formes, des bulles palmoplantaires, des rhinites, des anomalies osseuses périostites, océchondrites, etc. Donc, ce qui nous peine, nous, enfin la population pédiatrique, c'est de déterminer, j'ai un certain nombre d'appels quand on me dit est-ce que c'est une syphilis congénitale ou pas. La mère, elle était syphilitique, traitée, maltraitée, par quoi elle a été traitée. Parfois, si elle est traitée par macrolide, ça passe pas la variole placentaire, donc on aura un risque de syphilis congénitale. Donc, ce qu'on devrait faire, c'est quand on a un nouveau-né symptomatique, c'est de proposer le TPH-AVDRL, mère, bébé, et comparer, parce que c'est des anticorps qui passent à la variole placentaire, donc comparer le titrage. Si on a un bébé asymptomatique, on peut faire les IgM-FTA. Les IgM, ils ne sont pas disponibles dans tous les... On a, je pense, 1 ou 2 laboratoires à Casa qui le fait. Et si à défaut, on fera également la sérologie TPH-AVDRL comparative. Pour dire, donc le bébé peut être indemne, et c'est surtout des anticorps qui passent. On va trouver un VDRL positif qui va se négativer, et l'FTA IgG positif qui va se négativer, mais on ne va jamais trouver d'FTA IgM positif.
Donc un nouveau-né atteint de syphilis congénitale, soit c'était un VDRL positif au-delà de 4 fois, son titre est supérieur à 4 fois celui de la mère. Donc faites attention au VDRL négatif parce que parfois c'est une contamination tardive. Et si on a un RTA IgM également positif, bien sûr c'est une maladie qui est curable, qu'on voit de moins en moins. Deuxième sérologie que nos amis obstétriciens demandent, c'est la toxoplasmose. Ils ont tout à fait raison parce qu'effectivement, elle donne des tableaux cliniques graves. Soit c'est des formes neurologiques, c'est extraordinaire, des hydrocéphalies majeures avec des calcifications, des atteintes également rétiniennes, soit des formes plutôt viscérales, on va dire, hépatosplénomégalie ou bien les deux. La dernière, généralement dans le service, on voit 1, 2 par an. C'est exceptionnel, mais quand ça vient, c'est vraiment c'est lourd dans la prise en charge. Il y a des formes un petit peu, je dirais, retardées qui peuvent être évoquées devant un retard psychomoteur, devant des difficultés scolaires, devant une hydrocéphalie progressive. Et puis, il y a des cas qui vont peut-être être découverts à l'âge adulte avec des lésions surtout ophtalmologiques. Donc, d'où l'intérêt de surveiller une mère qui est toxo-négative, donc durant sa grossesse et même après l'accouchement. Donc le diagnostic de la séroconversion, parfois, ça passe tout à fait inaperçu, donc c'est les sérologies, et parfois on fait appel à un test d'avidité pour faire un petit peu la part des choses entre une infection ancienne et une infection récente. Mais quand on a des IgM positifs, bien sûr, c'est une infection récente. Oustad Nachet en a parlé, c'est comment faire le diagnostic. On cherche PCR toxoplasma dans le liquide amniotique, généralement 4 semaines après la date présumée de la séroconversion et après 18 semaines. Donc, soit qu'on a une PCR liquide amniotique positif, bon, là généralement on va traiter le bébé. Si la PCR est CRN négative, ben là ce qui va se faire, c'est à la naissance, on va demander donc, une recherche d'IgM, IgA à J0, J3, J10. Si il est positif, c'est un nouveau-né infecté. On va faire parfois, on ne va pas trouver des IgM et des IgA, mais on va voir la cinétique des IgG qui va augmenter au fur et à mesure, J0, J3, J15, J30. Ou bien on a la possibilité de faire, par la technique de Western blot et d'ELISA, une différenciation entre les anticorps maternels et celles de l'enfant. Donc une fois le nouveau-né est infecté, donc c'est l'ANFS, c'est le fond 2 à la recherche de chorion amniotique, c'est l'écho-transfrontalaire par le scanner à la recherche de calcification parce que c'est le meilleur moyen de voir. Et c'est des enfants qui sont traités. Moi j'avais un enfant, c'est 3 ans, c'est les sérologies négatives pâles, l'hydrocéphalie, c'est extraordinaire et c'est très très difficile de les traiter. Donc après, je voudrais vous souligner l'infection CMV parce qu'elle commence quand même à prendre un petit peu de la place. Il n'y a pas de dépistage systématique, il n'est pas recommandé même ailleurs, même en Europe, mais je pense que nos amis obstétriciens doivent y penser devant des signes cliniques un petit peu, je dirais, fièvre, asthénie courbature. Oui, effectivement, c'est le commun des mortels d'avoir une fièvre chez la femme enceinte. Mais là, ils doivent chercher également des points d'appel échographiques. On sait très bien qu'ils sont très forts en échographie bidimensionnelle. Nous, sur le plan clinique, on peut avoir beaucoup de choses, surtout un ictère prolongé, de l'hépatosplénomégalie, c'est des enfants qui peuvent se présenter avec des ictères cholestatifs. Également, c'est la première cause de surdité. Vous savez que l'enfant peut être tout à fait normal, et actuellement, on essaie de faire le dépistage néonatal de la surdité, mais il y avait des enfants qui, à un certain âge, ils sont sourds, et la première cause de surdité, c'est l'infection ACMV. Donc, les microcéphalies, les nouveau-nés avec microcéphale, les nouveau-nés avec chorioamniotique, et voire même, ils peuvent faire des diabètes plus tard. Donc, regardez, quand même, ça mérite une petite sérologie CMV, peut-être un peu par excès. Bon, pour les signes d'appel échographique, ça, vous pouvez le voir et le documenter. Ça, c'est un papier de Lancet en 2017 qui, à l'occasion de microcéphalie, à l'occasion d'hépatomégalie, à l'occasion d'un certain nombre d'anasarques, il faut penser à l'infection CMV et faire bien sûr une PCR maintenant dans la salive et dans les urines. Autrefois, on était un petit peu PCR dans le sang, mais les nouvelles recommandations, c'est plutôt dans la salive et dans les urines, avant 3 semaines, parce que ça peut être une infection postnatale par l'allaitement maternel. Donc également, cela pour vous souligner que on avait eu 4 cas d'infection ACMV avec différents tableaux cliniques. Donc la moyenne diagnostique, regardez, elle est quand même assez à J25 de vie. Devant un RCU, oui, devant une hépatite avec insuffisance hépatocellulaire. Ça, c'est un malade qui est venu, il y avait du sang à la chute du cordon ombilical. On s'est orienté vers bilan d'hémostase, maladie d'hémostase, etc. Après, on fait un bilan hépatique, il est perturbé, le TP il est bas, on commence à donner de la vitamine K, azate alerte élevé. C'est quoi ça? Ce n'est pas. Et au fur et à mesure, on a été orienté vers une infection, un CMV. Un autre cas,
c'était un bébé prématuré, chlorosurfé, MMH, etc., la compagnie. Et puis, il nous fait une oxygénodépendance, on n'arrive plus à enlever l'oxygène. Il se met en dysplasie bronchopulmonaire. Je dis, après, il est transfusé, il est là. En effet, un PCR-CMV, il est positif. Dès qu'on le traite, on n'a plus ce reste enfant d'oxygène. Donc ça, c'est des différentes facettes de l'infection à CMV. Et puis, on peut avoir une atteinte multiviscérale, hépatosplenomégalie, hypercholestatique et compagnie. Le diagnostic fait appel à la sérologie et la PCR. Maintenant, les malades qu'on avait traités, c'était par le ganciclovir. Actuellement, il y a le valciclovir, parce que le ganciclovir est un peu toxique, il donne des toxicités hématologiques, etc. Malheureusement, on est un petit peu, vous savez que dans tous les médicaments, on est un petit peu en rupture. Mais en France, ils ont un bon produit qui est parfois oral. Je me permets de dire le nom commercial. C'est le Robalcit. Qui coûte à peu près 270 €, mais quand même le flacon il est assez, il permet un traitement d'1 mois, 3 mois pour les bébés, vous savez, ils ont des petites quantités, donc ça peut marcher. Et moi j'ai eu l'occasion de traiter un des enfants avec ce traitement et ça a quand même donné un effet qui est positif. Donc les infections à CMV, qu'est-ce qu'on va traiter? Est-ce qu'on va traiter toutes les infections CMV, les bébés? Non, on va traiter ceux qui ont des atteintes modérées à sévères, il faut les traiter tôt, dans le premier mois. Et comme je vous ai dit, il y a maintenant un regain d'intérêt pour le valciclovir dans sa forme orale. Voilà la posologie. Et le traitement va dépendre d'un certain nombre de paramètres neurodéveloppemental, auditifs. Mais bien sûr, on ne doit pas excéder 6 mois. N'oublions pas la toxicité des médicaments. Donc ça, c'est la première partie, on va dire, de la fiche. On va passer à la deuxième fiche que Oussad Nasser a détaillée. C'est toutes les pathologies maternelles qui peuvent retentir sur le bébé. Donc le diabète, qu'il soit préexistant, qu'il soit gestationnel, attention, est-ce que la maman elle a une hémoglobine glycée ou pas, l'IMC maternelle, l'obésité maternelle aussi, elle va pouvoir interférer dans le diabète, l'HTAG pré-éclampsie, éclampsie, est-ce qu'on a utilisé ou pas le sulfate de magnésium, l'anamnèse infectieuse positive, et là, le PV, moi sincèrement, ça ne coûte rien du tout par rapport au gain que ça pourrait avoir pour le bébé. Moi, je travaillais dans une structure privée et une fois, on a eu une détresse respiratoire sévère, vraiment sévère, avec le sepsis, les drogues, ventilés, la compagnie. Et les parents, ils étaient très aisés. Hein. Et la gynéco m'a appelé, je ne comprends pas, elle avait une grossesse bien suivie. Je lui dis, oui, est-ce que vous avez fait le PV? Ben non, je ne l'ai pas fait. C'était un malade infecté. Et là, on avait une CRP positive, heureusement. Parce que si on avait une négative, le gynéco va dire, non, ce n'est pas une infection. La CRP n'est pas synonyme d'infection, c'est qu'un marqueur. S'il est là, encore mieux. S'il n'est pas là, ça l'éliminerait. Hein. Effectivement, ce malade a pu s'en sortir, mais un PV par rapport au coût de cette hospitalisation, du risque de décès, du risque de trucs, moi je pense qu'il faut que ça soit un dépistage systématique comme en France. Donc, comme on peut faire, comme le groupage. Moi je ne comprends pas qu'à jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire un groupage, que les femmes se marient sans avoir un groupage. On pouvait le faire. On est des générations d'anciens, on avait le permis de conduire, il y avait le groupage dessus. On va exiger pour les femmes qui se marient, vous faites un groupage, vous venez madame. Il n'y a pas de souci, c'est pas un truc, ça coûte rien du tout. Donc, pour l'hypothyroïdie, pour une mère qui a une hypothyroïdie, il faut savoir est-ce qu'elle est stable. Est-ce qu'elle reçoit bien son traitement? Parce qu'en fait, la grossesse peut la déstabiliser un petit peu et l'endocrino peut un petit peu augmenter la dose ou diminuer en fonction. Et nous, ça, c'est pas un dépistage, on demande une TSH chez le nouveau-né à partir de J3. Tout ce qui est médicamenteuse, l'acétylsalicylique, les antibiotiques, attention à la maladie hémorragique dans sa forme précoce. Et maintenant, on voit de plus en plus de femmes, on va dire, qui prennent un certain nombre de choses. Oui, et on est heurté. Là, c'était. Moi, je ne n'ai jamais cette observation. C'était vraiment un coup dur. Hein. C'était un bébé, un trop beau bébé, extraordinaire, qui vient pour. Il y a infection materne-fœtale, CRP positive, on va le traiter 5 jours, il sort. On m'appelle 48 heures après, il commence à faire de l'hypothermie, il va faire des convulsions, on n'a pas compris. On a fait la PA, il n'a pas de méningite, il n'y a rien. On m'a dit qu'il a fait un arrêt. Ah bon? Donc on l'intube, il rentre dans le circuit de la réanimation, intubé, drainé, je ne sais pas quoi. Après, la jeune femme, la maman, elle se présente. Je ne vous dis pas, sa tante lui dit, tu dois lui dire. Qu'est-ce que vous devez me dire, madame? Elle prend de l'ecstasy. Donc regardez, c'est pas tout à fait, il faut faire attention, l'environnement change, la population change, il faut faire attention au syndrome de sevrage qui peut prêter un certain nombre de confusions. Malheureusement avec les réseaux sociaux, avec l'internet, avec beaucoup de choses, ça évolue. Donc le diabète, je ne vous apprends rien du tout que c'est une grossesse diabétique. Moi, elle me fait peur la grossesse diabétique parce que c'est de la mortalité et la morbidité aussi bien pour la mère que pour le fœtus.
Attention que l'incidence du diabète, elle va augmenter surtout dans le contexte actuel des fast-foods, l'obésité, le diabète type 2. Et puis, ça, on est tous d'accord que le diabète ne va pas, que la grossesse diabétique, elle doit commencer avant la conception, que la prise en charge doit être préconceptionnelle, il faut qu'elle soit stabilisée, équilibrée avant de tomber enceinte. Là, on est tous d'accord sur ça. Donc ça, on le sait, le mécanisme d'hyperisme maternel qui donne une hyperisme fœtale, qui va générer un hyperinsuline fœtale, qui lui, d'une part, va donner l'hypoglycémie à la naissance et va donner de la macrosomie avec ses complications obstétricales. Et d'autre part, il va augmenter la sécrétion d'érythropoïétine, donc il va y avoir beaucoup de globules rouges. Donc on aura un petit peu d'ictère après la naissance. Les bébés de mère diabétique font beaucoup plus d'ictère que les autres et des souffrances fœtales chroniques. Ça, il ne faut jamais l'oublier que parfois la mère, elle te dit « je suis diabétique gestationnelle, on vient de me découvrir, je suis sous régime, d'accord, mais elle va avoir un bébé mal formé. » Non, c'est un diabétique ancien qui a été découvert trop tard. Les malformations, c'est plutôt le premier trimestre et la macrosomie par la suite. Donc le diabète ancien, c'est toutes les complications, toutes les malformations, l'artère ombilicale unique, les malformations cardiaques, les malformations vertébrales, cérébrales, digestives, urogénitales. Donc ça, j'en ai vu donc un cas réel du syndrome de régression caudale. C'est extraordinaire. Donc l'hypoplasie fémorale avec aphasie inhabituelle, les malformations de Dandy Walker, les anencéphales, les holoprosencéphalies, les myeloméningocèles, tout, on peut avoir tout, la génésie rénale gauche, les duplications urétérales, l'atrésie duodénale, on peut avoir toutes les malformations dans la grosse diabétique. Et puis les beaux bébés là, les zouzoufflus, ça c'est les macrosomes, qu'on aime beaucoup et les mamans adorent, mais attention, c'est des bébés également à problème. Donc quels sont le genre de problèmes des macrosomes? Vous les connaissez plus que nous, c'est les complications obstétricales, comme a dit Oussama Nached, c'est une répartition tronculaire de la graisse, ce qui fait qu'il peut y avoir une dystocie des épaules, des fractures de la clavicule, paralysie du luxe brachial, et donc d'autres choses. Ce qui nous, côté néonat, oui, la partie obstétricale, traumatique, elle est là, mais il y a également la pathologie respiratoire. Soit c'est des bébés qui nous font des choses simples, des RT toutes simples, parce que c'est des bébés extraits par césarienne, mais attention, ils peuvent nous faire une grosse détresse, et qui est similaire à la maladie de membrane hyaline. Chose, mais la définition n'est pas la même. La MMH, c'est une anomalie quantitative du surfactant. Par contre, dans la grossesse diabétique, c'est une anomalie qualitative. C'est-à-dire comment? Donc, du fait de cette hyperinsulinisme, qu'est-ce qui va se produire? Il va y avoir une inhibition des lipides qui constituent le surfactant. Donc, il va y avoir une instabilité du surfactant. Et d'autre part, il va y avoir une inhibition de l'action du cortisol. Et on sait très bien que le cortisol va maturer le poumon. Donc, il y a deux éléments qui vont faire une sorte de MMH. Chez la MMH, si on peut le dire, mais généralement c'est une grosse détresse qui est gérée avec de la ventilation. C'est pourquoi, quand on vient me dire « Ah, elle est diabétique, l'équilibre est précaire, on la fait à 35, 30... » Non, je préfère qu'on un petit peu, on la pousse au-delà de 39 semaines. Après, bien sûr, quand c'est possible. Mais là, on peut être heurté à une grosse détresse respiratoire. Et il n'y a pas de recommandation de surfactant, alors qu'il est là. Il n'est pas fonctionnel, mais il est présent. Donc, je pense que parmi vous, il doit y avoir quelqu'un qui a vu ce genre de complications. Donc, en dehors des complications, les métaboliques, vous les connaissez très bien, l'hypoglycémie, l'hypocalcémie. L'hypoglycémie, c'est à partir d'âge 3. L'hypocalcémie dans les 2-3 jours. La polyglobulie qui va donner d'ictère et parfois même la thrombopénie. Donc, on a fini la rubrique diabète, on passe à la toxémie gravidique. Et elle, c'est une pathologie qui est grave. Vous savez que le pourtour méditerranéen, il y a beaucoup d'HTA, de prééclampsie, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi on a un fort taux d'HTA gestationnel et bien sûr des complications qui sont le prééclampsie et l'éclampsie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est soit il va mourir in utero, soit la prématurité, généralement c'est une prématurité induite, ce n'est pas une prématurité spontanée, un retard de croissance, une détresse respiratoire, une asphyxie, oui, tout à fait, et puis la thrombopénie. Donc les conséquences un petit peu de la prééclampsie, c'est une augmentation de la mortalité, la prématurité, l'RCU, la détresse et l'asphyxie. Donc, dernière Cochrane de 2024 qui souligne l'intérêt de l'effet du sulfate de magnésium et qui va réduire donc, la paralysie cérébrale et par conséquent réduire le décès. Ils sont partis sur un suivi des patients de deux ans après. Donc, maintenant, je pense que dans le programme national, il y a du sulfate de magnésium pour les prééclampsies sévères et l'éclampsie, tant mieux. Tout ce qui est infection, bon, ça vous le savez, c'est des critères anciens mais qui n'ont pas été revus.
Donc les critères d'analyse, soit les critères majeurs, chorioamniotite, fièvre, tréma spontané, l'ouverture de la pose des os et surtout le PV strepto B, d'accord? Infection urinaire, le jumeau infecté. Et puis les critères mineurs, quand on a une anomalie d'RCF inexpliquée, on dit qu'on va extraire ce bébé parce qu'on a posé, il y a un problème d'RCF, donc on pense à l'infection, une anomalie de liquide amniotique, un Apgar qui rejoint la même chose qui est inexpliquée alors que tout s'est très bien passé, la prématurité spontanée entre 35 et 37 et entre 12 et 18 heures, c'est un critère mineur. Donc on sait très bien, et ça c'est la difficulté de l'infection, les néonatologistes savent très très bien que l'infection est très difficile. Il n'y a pas de marqueur, il n'y a rien. Il n'y a que la clinique, en premier lieu, la clinique et la clinique. À chaque fois qu'on a un signe clinique, il est suspect d'infection, ce qu'a produit un grand maître français disait, même s'il n'y a pas d'infection, il y a d'infection. Tellement c'est important et ça conditionne le pronostic de l'enfant. Nous, ce qu'on fait dans la pratique quotidienne. Donc, quand on a une anamnèse infectieuse positive, le bébé, il n'est pas symptomatique, il a 0 symptôme. On leur demande un CRPH 24. Bon, s'il est positif, bien sûr, c'est une hospitalisation. S'il est négatif, on la refait à H48. Bon, s'il est négatif, on ne traite pas. S'il est positif, ça va rejoindre l'hospitalisation. Regardez, mais quand le bébé est symptomatique, quelle que soit cette anamnèse, on s'en fout d'anamnèse, le bébé il est symptomatique, on fait une hospitalisation, une émoque, un bilan, on démarre. On sait très bien que le CIRS, le sepsis grave, hop, et plus ils sont petits, plus ils décèdent rapidement. Ça, je pense que votre pratique quotidienne, vous la voyez tous les jours. La HAS 2017, là, c'est l'antiboprophylaxie perpartum, c'est un peu entre les obstétriciens et nous. On pose toujours cette question, est-ce que vous avez fait une antiboprophylaxie en perpartum? Si la mère elle est fébrile, s'il est colonisé en strepto B, et ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est quand on a un statut inconnu de PV, on ne connaît pas le PV, on n'a pas fait de PV, on n'a pas les moyens, je ne sais pas, ben, c'est une indication d'antiboprophylaxie. Donc ça va réduire le risque pour que le bébé soit infecté. Ça, c'est notre objectif final, bien sûr. Après, donc on a vu pour la pathologie maternelle, maintenant on est un volet accouchement. Donc au moment de l'accouchement, donc soit c'est des anomalies quantitatives ou qualitatives, on va les détailler. Est-ce que l'Apgar est bas? Et là, l'Apgar bas ne veut absolument rien dire quand il est tout seul. Il doit être avec un certain nombre d'éléments. Donc ça peut être l'asphyxie, ça peut être la sédation maternelle sous-âgée, ça peut être certaines pathologies fœtales. C'est des asphyxies qu'on dit anténatales, les pathologies neuromusculaires. Le bébé, il a un problème génétique, donc il ne va pas s'accommoder, il va sortir avec un mauvais Apgar. Bon, les présentations dystociques et sièges, et quelles sont les manœuvres instrumentales utilisées. Donc, tout ce qui est hydramnios. Pourquoi on est obligé de chercher moi, ça m'intéresse de connaître est-ce que la mère a une hydramnios, parce que la première des choses à laquelle je pense, c'est les malformations du tube digestif. Oui, vous allez me dire, vous devez faire l'épreuve à la sonde, d'accord, mais quand on me dit l'hydramnios, je vais la faire encore avec plus de conscience. Après, les dernières recommandations disent non, après c'est l'hypersalie, on ne la fait pas systématiquement, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On n'a pas de diagnostic anténatal, on fait l'épreuve à la sonde, quitte à la refaire. Comme ça, on est tranquille. Donc, les grossesses multiples aussi, on peut avoir un hydramnios, un diabète maternel, une anémie fœtale, des anomalies génétiques, et puis, bien sûr, ça peut être idiopathique. Donc, les risques quand on a un hydramnios, c'est que le bébé sort prématurément, c'est qu'on a une IRPM avec un risque infectieux, et bien sûr, c'est qu'il peut y avoir une procédure du cordon et l'asphyxie qui peuvent représenter un événement sentinelle à l'asphyxie périnatale. L'oligoamnios à l'inverse. L'oligoamnios, comme on dit l'oligoamnios, oui, je pense à l'insuffisance utero-placentaire, mais je pense essentiellement à l'appareil urinaire. Ça, c'est important de regarder les reins. Oui, vous allez me dire, elle a une IRPM, elle a une pose des os fissurés depuis un mois. Vous me dites ce que vous voulez. Moi, je cherche la malformation de l'arbre urinaire. Donc, les médicaments, effectivement, certains prises de médicaments par la maman. Les grossesses post-terme, ça on le sait, il y a vissement de placenta, ça se comprend. Les RCU, les morts fœtales, les anomalies chromosomiques, et bien sûr l'IRPM, et ça peut être idiopathique. L'oligoamnios peut nous donner une mort fœtale et qui peut être responsable également d'RCU. Donc les anomalies qualitatives, on connaît tous le liquide amniotique méconial, donc ça peut être deux choses, soit c'est une réponse à le fait que le bébé fasse son méconium hétéro, soit qu'il répond à une situation d'hypoxémie, soit on est dans une situation de dépassement de terme, et puis le bébé fait son méconium in utero. Donc dans tous les cas, quel que soit X, Y, Z, le bébé risque d'inhaler son méconium, risque de se compliquer de pneumothorax, d'hypertension artérielle pulmonaire, de faire d'HTAP. Bien sûr, le risque infectieux, il est là. Et à long terme, parce que ça ne vient pas tout seul, ça vient dans une situation d'asphyxie, il y a des séquelles neurodéveloppementales qui peuvent avoir lieu.
Donc je ne vous parle pas de l'asphyxie périnatale. Donc ça, vous savez que les critères qui ont été établis dans l'asphyxie, c'est les obstétriciens qui l'ont fait, ce n'est pas les pédiatres. Ils ont fait les critères majeurs et mineurs pour dire « Ah, ça c'est une asphyxie, ça c'est à moi, ça c'est pas à moi ». Donc la première des choses, c'est d'avoir un gaz au son du cordon ombilical, à la recherche d'une acidose métabolique, d'avoir des signes cliniques qui témoignent des signes neurologiques, à savoir hypotonie, réactivité, convulsions. Pour des bébés au-delà de 34 semaines, ils l'ont bien précisé parce que pour les primaires hypotoniques, c'est pas grave, mais pour un bébé à terme et hypotonique, ça veut dire qu'il y a un signe neurologique. Et puis un critère qui est évolutif, ça c'est un critère biologique, critère clinique, ça c'est un critère qu'on ne va pas avoir à la naissance. La paralysie cérébrale, la quadriplégie, ça c'est les mois qui vont venir. Et ça c'est un critère qu'ils ont rajouté en 2003. Et vous dire, pour dire que c'est une asphyxie, il faut exclure le traumatisme, les troubles de coagulation, la pathologie infectieuse et la pathologie génétique. Donc pour vous dire que c'est pas facile de dire c'est une asphyxie périnatale. Et à maintes reprises, on a eu comme diagnostic initial asphyxie. Au cours de consultation, tu ne le vois pas très bien, ce bébé commence à devenir un peu plus dysmorphique. Tu fais des bilans, tu trouves une affection génétique, une affection métabolique. Donc c'est pas aisé de dire et d'incriminer directement l'asphyxie périnatale. Il y a également des critères mineurs, c'est l'événement hypoxique sentinelle, ça veut dire que le bébé, ça s'est pas très bien passé, à certains moments, procédant du cordon circulaire du cordon, un truc. Et puis, ça c'est très important pour tout ce qui est médico-légal, c'est l'RCF. L'RCF, il faut le faire. Si tu as un RCF qui est normal ou si tu démarres avec un RCF qui est pathologique. Après, nous, c'est l'ABGAR, ce n'est qu'un critère parmi d'autres qu'il faut savoir évaluer. Les défaillances multiviscérales qui vont s'accompagner, avant que l'atteinte neurologique ne s'installe, et ça c'est notre hantise dans l'asphyxie périnatale, c'est l'encéphalopathie, c'est l'insuffisance rénale, l'acétolyse hépatique, l'atteinte cutanée et les troubles de coagulation, etc. Et puis, on fera une imagerie, une échotransfrontale LRO-DE pour ceux qui font de l'hypothermie neuroprotectrice, donc à la recherche d'œdème cérébral, parce que c'est parmi les critères qui vont indiquer est-ce que le bébé va être mis en hypothermie ou pas. Vous voyez que c'est vraiment difficile de rassembler le puzzle et dire asphyxie. C'est pourquoi d'autres auteurs ils ont dit bon, on n'arrive pas à faire le gaz, on n'arrive pas à faire ça. Bon, pour dire qu'il y a une asphyxie, attention, il y a l'hyperlactacidémie. Donc tout est venu de l'hyperlactacidémie. Bon, le bébé s'est mis en hypoxie. Au début, dès que le peu d'oxygène il va être donné au cerveau et au cœur, d'accord, mais à certains moments, ça ne va pas suffire. On va faire appel au métabolisme anaérobie, donc à l'hyperlactacidémie. Donc parfois, on demande le dosage de lactate et on trouve vraiment qu'il est très élevé. Donc il est très corrélé à la présence d'acidose métabolique et significativement associé au risque d'encéphalopathie, mais qui n'est pas spécifique. Donc regardez, ce n'est pas du tout aisé de dire avec aisance que c'est une asphyxie périnatale. Le liquide méconial à lui seul, 0, non spécifique, mais quand il est associé à l'ABGAR, à l'hyperlactatémie, à des choses, ça peut prendre forme. Parce qu'il est présent dans 50% des asphyxies, mais également dans 10 à 20% sans asphyxie. Donc il n'y a aucun critère qui te dit, hop, ça c'est une asphyxie, mais quand même un certain nombre de critères et l'évolution du patient pourrait le dire. J'ai vraiment envie d'en parler du traumatisme obstétrical parce que les obstétriciens ne s'imaginent pas l'importance de cette pathologie. Et surtout, tu as dit les expressions utérines, on vient de recevoir une dame, Akhnefra, je ne vous dis pas, je pense que le bébé khrj, ça c'est le terme qui a. Elle a un hémopéritoine, un hématome capsulaire du foie, une hémorragie intracrânienne, un hématome sous-galial. C'est quoi ça? C'est les tentatives d'expression. Non, c'est les tentatives de. Je sais pas. Non, le bébé, après l'accouchement, le bébé il est en détresse respiratoire. Elle veut le réanimer. J'ai vu des sages-femmes comment elles réaniment les bébés. C'est pas l'étape, c'est encore une hémorragie, un hématome sous-galial. Vous voulez faire des expressions Ça, ils le font, je les ai vus. Je sais pas. Mais on en reçoit toujours. Il faut faire rentrer ça en compte. On en reçoit toujours ce genre de bébé, c'est vrai, c'est des zones un petit peu éloignées, c'est pas le grand Casablanca, mais on reçoit Khnefra, Mimilal, etc. Donc là, les différentes hémorragies qu'on trouve, des hémorragies intraparenchymateuses, on trouve des hématomes sous-durales, des hématomes extradirales chez des nouveau-nés, une paralysie faciale chez les bébés. On trouve, ça c'est simple, ça c'est pas de problème. Mais là, regardez, certains hématomes sous-galéales, c'est des bébés qui viennent avec des NBA 3-4 d'hémoglobine et qui sont multitransfusés, c'est pas rien. Et parfois, on ne fait pas la différence entre une bosse, une énorme bosse, on va dire,
et l'hématome sous-galeal. C'est quand ça fuse, ça devient, on va avoir un petit peu de bleu ici, il faut commencer à dire attention, ça peut être un hématome sous-galeal qui peut faire tuer le malade. Donc faites attention lors d'autres examens que ça pourrait être... Nous, on fait des scanners très fréquemment et on retrouve, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une recrudescence d'hématome sous-galeal. À la naissance, on est arrivé à la naissance. Donc on va faire la gare à 5-10 minutes. Là, je ne sais pas, dans votre pratique quotidienne, est-ce que vous pratiquez le clampage retardé du cordon ombilical? Est-ce que vous pratiquez le milking? Ça, c'est des recommandations de 2021. La réanimation, l'aspiration, la CPAP, est-ce qu'elle doit prendre place en salle de naissance? Ce n'est pas uniquement de la réanimation par l'embeu. Chez le préma, il faut envisager d'avoir en salle de naissance une CPAP. La ventilation présente positive, parfois l'intubation, la bronchoaspiration, qui a beaucoup de discussions nouvelles sur la bronchoaspiration. Le massage cardiaque externe, l'usage de certains médicaments, l'adré qui avait toujours l'intérêt, le bicar un peu moins, mais dans les nouvelles recommandations, il y a une part du G10, du sérum glucosé, ce qu'on n'avait pas auparavant. Et puis, quelle est la durée totale de réanimation quand s'arrêter? On a tous un peu peur de s'arrêter, est-ce qu'on doit s'arrêter à la minute? On est un petit peu sceptique par rapport à ça. Et puis, est-ce qu'on pourrait faire éventuellement en salle de naissance une gazométrie, voire une lactatémie? Passons aux paramètres néonatales, c'est les paramètres anthropométriques que vous connaissez. Nous, à la naissance, on fait un gestation sur le score de phare qui se base sur des scores morphologiques pour distinguer entre un préma, un post-nature, un bébé à terme. Le poids, est-ce que c'est un hypotrophe, est-ce que c'est un macrosome? On prend la taille, le périmètre crânien. Il doit y avoir des façons correctes de mesurer parce que parfois on prend le rubormètre et on mesure la taille du bébé. C'est pas, on doit avoir des toises bien faites. Et puis, il faut choisir des courbes. Nous, on a choisi des courbes du Cher. Il y a ceux qui utilisent des courbes de l'oreille. Choisissez les courbes qui vous intéressent. Moi, je trouve que c'est une courbe qui est très ancienne mais qui est très très juste. Dans la mesure qu'on a de la gestationnelle, qu'on a le poids, qu'on a le moyen, les déviations. Et c'est juste un choix. Après, chaque personne peut choisir un certain nombre de courbes. Donc, on passe à l'examen clinique, l'examen général. On doit prendre la température, la fréquence respiratoire cardiaque, le temps de recoloration, la tension artérielle aux 4 membres, la saturation main et pied droite pour dépister des cardiopathies congénitales. On peut le faire, pas à la naissance, mais après, je vais vous montrer une glycémie capillaire avant H3. Ça sert absolument à rien. Il y a toujours un petit peu de passage des nutriments maternels. Examiner le poumon en salle de naissance, on regarde la symétrie, on a tous cette idée de regarder, il n'y a pas de pneumothorax. Et puis, ausculter, le Silverman, vous le connaissez très bien. Rechercher un souffle, quoique on peut avoir un souffle en salle de naissance, et puis après c'est un canal, etc., qui se ferme. Attention aux poux fémoraux, ça c'est très dangereux. Il faut les palper en salle de naissance et après, parce qu'en salle de naissance il y a un canal artériel, on palpe les poux fémoraux. Après le canal artériel se ferme, la cardiopathie, on ne trouve plus les poux fémoraux. Donc faites attention, on pourrait avoir un certain nombre de surprises. Ayez un petit peu, il faut améliorer nos pratiques, il faut faire la saturation en 4 mois. Moi je trouve que c'est une très bonne idée de le faire. Après l'examen cutanéo-muqueux à la naissance qui nous intéresse, est-ce qu'il est pâle? Est-ce qu'on est dans la pathologie hématique, traumatique ou bien dans le code arictérique? Est-ce qu'il est cyanosé? Est-ce qu'il répond à l'oxygène? Quelles sont les lésions qu'on voit? Est-ce qu'il y a l'ictère, il y a du purpura, il y a des sclérèmes? On examine l'abdomen à la recherche d'hépatomégalie, splénomégalie systématiquement, on regarde l'ombélique, 2 artères et une veine. Et puis sur le plan urogénital, on peut palper les reins. Pour les bébés qui sont un peu chétifs, on peut les palper, ça n'a rien de pathologique. On regardera les jets urinaires si on a l'occasion de le voir. Et puis les organes génitaux masculins à la recherche d'hypospades, la présence de testicules en intrascrotal ou pas. Et puis chez les filles, est-ce qu'il y a une hypertrophie clitoridienne? Sur le plan neurologique, ça je ne vous apprends rien du tout, le tonus, la réactivité, l'examen ostéo-articulaire, les pieds beaux, la recherche systématique de luxation congénitale des hanches. On voit toujours, les orthopédistes nous harcèlent toujours, ils disent « Ah, vous les pédiatres, vous n'examinez pas ». Parfois on examine, on trouve un ressaut, parfois on ne le trouve pas, donc il faut savoir examiner. Il y a des pédiatres qui font des radios de bassin systématiquement à 4 mois. Je ne sais pas, est-ce qu'effectivement ils ont raison ou pas, mais quand même, il faut avoir la main de répéter un petit peu l'examen. Le bilan malformatif, l'atrésie de l'œsophage, l'atrésie des coas, la perforation anale, il faut le faire. Moi, je suis convaincue qu'il faut le faire, qu'on va rattraper un certain nombre de malades dans la mesure qu'on n'a pas de diagnostic anténatal clair. La prématurité, c'est la fameuse maladie membrane, c'est avoir un appareil de CPAP, il y a plusieurs marques, mais bon, ça c'est parmi d'autres, pour discuter en fonction des besoins ventilatoires. Est-ce qu'on fait un insure? C'est quoi un insure? Ça veut dire on a un tube, on met le surfactant, on l'extube et on le met sous CPAP
pour éviter la ventilation, les complications, les pneumopathies, tout ça. Ça devrait commencer en salle de naissance, d'avoir ces besoins du bébé, quels sont les vrais besoins en oxygène, parce que plus on tarde, plus les besoins vont augmenter et plus on aura la main facile à mettre du surfactant. La post-maturité, de l'autre côté, elle a des risques. Donc, il peut y avoir une inhalation, il peut y avoir une asphyxie. C'est des bébés qui ont tendance hypoglycémique. Et puis, attention, il peut y avoir des traumatismes obstétricaux. Concernant le retard de croissance intra-utérin, donc harmonieux, quand ça touche le poids à la taille, périmètre crânien, c'est pas fréquent. C'est plus tout ce qui est anomalie génétique, trisomie 13 ou 18. Et les embryophotopathie, ça c'est un exemple de toxo avec une hydrocéphalie majeure. Les RCU dysharmonieux, c'est plutôt les causes vasculaires, les mères hypertendues, etc. Donc, vous devez savoir que l'RCU, c'est pas juste une question qui se termine à court terme, c'est l'asphyxie, l'hypothermie, l'HTAP, mais c'est des risques à long terme. Donc, c'est des enfants qui peuvent garder un retard saturo-pondéral, qui peuvent faire des complications même à l'âge adulte, de diabète, de syndrome métabolique, d'hypercholestérolémie, j'en passe. Donc, pour dire RCU, il faut vraiment un bon suivi, côté obstétrical et côté néonat et pédiatre. Donc, on est arrivé à la prise en charge, soit c'est un patient stable, donc sonde lombilique, vitamine K, ça dépend, chacun fait en salle de naissance, il y a ceux qui font chaque semaine, ou le nouveau protocole, comme vous voulez. Les soins des yeux, la mise au sein précoce, attention, on ne fait pas beaucoup de choses en matière d'allaitement, ni nous, ni les obstétriciens, ça on le dit, on est tous complices dans cette histoire d'allaitement maternel, il faut aller de l'avant. Nous, on a fait un questionnaire pour des patients, des mères qui étaient dans le lait, sont hospitalisées, des primas, des hypotropes de 1000 grammes. C'est très bien que le lait maternel, il est extraordinaire pour ce bébé. La réponse, c'est que c'est les professionnels de santé qui ne nous délivrent pas l'information. Donc il faut qu'on commence, bien sûr, en amont, chez les obstétriciens, et on doit continuer, nous, néonates, à promotionner l'allaitement maternel. Puis, il faut noter, bien sûr, l'heure de miction, l'heure d'émission méconiale. Et si le patient est malade, bien sûr, il va être pris en charge en salle de naissance en fonction de sa pathologie et il doit être transféré. Donc, tout ça ne peut se faire, ne va se faire de manière extraordinaire sans la collaboration, sans mettre la main dans la main. Nous, on n'est pas là pour incriminer. Il y a des choses qui arrivent, ça on le sait très très bien, de notre côté et de l'autre côté. Mais la collaboration est importante, de connaître ce qui se passe. Parce que parfois, tu commences à t'imaginer des choses alors que peut-être il n'y a rien. Donc, et cette collaboration, moi je pense qu'elle doit commencer là, pas à la naissance. Elle doit commencer avant la naissance. Donc, on doit développer ce diagnostic anténatal. Il doit y avoir un dépistage d'anomalies sévères. Donc, ça a permis d'accueillir le nouveau-né malade d'une part et préparer les parents. Parce que quand tu viens de dire à la mère, madame, vous avez un bébé dysmorphique, à la naissance, alors que pour elle, c'est un moment extraordinaire. Elle a donné la vie. Par contre, si elle est préparée, qu'il y a une anomalie probablement, ben ça va être un peu plus aisé à être accepté psychologiquement par la mère. Donc le dépistage, vous voyez que ça c'est les pris dans une revue scientifique. Ben, spina-bifida c'est à 21 semaines, le prosencéphalie, les grands kystiques, trisomie 13, ben, c'est des choses qui ne devraient même pas voir le jour pour le trisomie 13 et 18. Et dans tous les cas, ils sont létales à la naissance, après quelques mois. Moi, je me rappelle une dame, je pense qu'elle avait un trisomie 13 en anneau. Et je lui dis à madame, vous dites qu'elle a قدر يموت j'ai dit à l'âge de 2 ans et demi, l'enfant revient chez l'aiguille. قالت لي شتي قلتي لي راه غيموت راه باقي عايش. قلت لها واش فهمتي الا بان لك عايش راه هو عايش الا كان هذا الوليد عايش ما كاين مشكل راه هو عايش. Donc les gens, ça l'acceptation, il y a beaucoup de choses derrière. Moi, je pense qu'il faut développer ce diagnostic anténatal, il faut avoir un comité d'éthique, il faut que les choses évoluent dans ce sens. Mais il y a des mamans qu'on va en consultation avec des bébés avec des IMC sévères, que peut-être, je ne sais pas, on n'est pas là pour juger, mais il doit y avoir des institutions, des gens qui prennent des bonnes décisions, on va dire. Donc, et puis ça c'est un exemple simple de dépistage anténatal, c'est quand le gynéco mesure le diamètre antérieur-postérieur du bassinet, il le trouve un peu élevé. Donc, supérieur à 4 mm avant 33 semaines et supérieur à 7 mm après 33 semaines. Il vous dit, le bébé a une dilatation pédique. Ok. Donc moi, en tant que pédiatre, je ne fais pas, il ne va pas faire mes gynécologies gyrales avec infection urinaire. Je ne veux pas qu'il vienne à cet âge. Je vais faire une échographie à la naissance, parce qu'on sait très bien que la moitié de ces dilatations vont disparaître. Mais pour ceux qui ne se séparent pas, on fera une écho. On fera éventuellement un ECBU.
Et puis on va suivre cet enfant. Quelle est la malformation derrière? Et éventuellement discuter une antiboprophylaxie avec les amis chirurgiens. Donc ça c'est un exemple simple, facile de ce diagnostic anténatal. Ça, j'en ai parlé pour le dépistage des cardiopathies congénitales. Au Canada, ils le font entre H24 et H36. Un bébé qui a une saturation moins de 90, on doit prendre la tension 4 mois, faire une radio et faire un écho systématiquement. Une saturation entre 90 et 94% avec une différence de plus de 3% entre la main droite et le pied, on refait le dépistage dans 1 heure. Si la saturation est correcte et la différence n'est pas énorme, c'est un dépistage qui est normal. Donc, comme ça, ils trient les malades, ceux qui vont bénéficier d'une consultation cardio avec écho-cœur et ceux qui vont être surveillés étroitement et ceux qui sont normaux. Sans oublier notre chef de file qui est le dépistage de l'hypothyroïdie et le dépistage de la surdité. On aimerait que nos amis pédiatres ici présents, pris en privé, prescrivent le dépistage. Vous allez me dire, moi je l'avais fait pour ma fille, je ne sais pas, en 2014. En 2014, et je l'ai envoyé à un laboratoire, il m'a dit je vais te répondre dans 4 semaines. Je lui ai dit, dans 4 semaines, c'est un peu trop tard quand même de faire un dépistage d'hypothyroïdie. Mais si la demande est là, le laboratoire va faire. Il va faire à des délais très courts. Donc essayez d'avoir un laboratoire biologie, vous vous concertez avec lui, et comme ça vous faites les dépistages. Moi j'ai une série de malades, vraiment ça fait mal au cœur. Il y a des enfants qui ont été diagnostiqués très tôt, qui ont un bon pronostic neurologique, une bonne taille extraordinaire. Et il y a d'autres, je ne vous dis pas, le retard mental, le retard statural et compagnie. Haram d'aujourd'hui, en 2024, qu'on a toujours ce genre de patients. On ne devrait plus les avoir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, que nous, à Casa, ça a commencé le dépistage, puis ça s'est arrêté, il y a des choses et des choses. Donc, en conclusion, il faut connaître la pathologie maternelle, il faut connaître la mère peut-être autant que le gynéco. Et puis, regarder de près le déroulement de l'accouchement, ça c'est le bon garant d'assurer un bien-être fœtal et néonatal. Donc ça c'est un intérêt majeur d'une collaboration solide entre les différents intervenants qui vont toucher ce bébé. La sage-femme, l'obstétricienne, le pédiatre, le médecin généraliste, celui qui va prendre en charge le nouveau-né. Et je ne terminerai pas sans, même si vous êtes des pédiatres privés et des gynécos privés, vous avez le droit à la rédaction scientifique. Moi, je suis la rédactrice adjointe de la Revue marocaine des maladies de l'enfance. C'est une revue nationale qui publie de façon continue des articles, je ne dirais pas, mais des articles intéressants, surtout pour la communauté pédiatrique. C'est un site qu'on a mis en ligne depuis la pandémie Covid. Donc, je vous invite à vous inscrire et à même à soumettre vos faits cliniques. On a eu la dernière fois un pédiatre du secteur libéral qui nous a envoyé un papier et c'était magnifique. Donc, je vous remercie.